Salut YouTube, on se retrouve pour un article de Socialterre qui est paru dans Masculine numéro 2. Françoise Daubonne, la lutte des sexes avant la lutte des classes. Voilà, un petit portrait, je pense, de Françoise Daubonne. Inventrice du concept d'écoféminisme, Françoise Daubonne, 1920-2005, a élaboré ses thèses croisant domination patriarcale et destruction écologique, avec le souci de les ancrer dans le temps long. Le texte que nous présentons, extrait de l'introduction à l'histoire de l'art et lutte des sexes, jamais réédité depuis sa parution en 1978 aux éditions de La Différence, est emblématique de cette réflexion historique et anthropologique. Compilant plusieurs sources, notamment La Société contre nature de Serge Moscovici, Françoise Daubonne soutient que la lutte des sexes précède la lutte des classes. Elle anticipe des études de genre en montrant comment cette domination patriarcale accouche d'une idéologie de sexe prescriptive favorisant les hommes. Voilà. Françoise Daubonne donc. Balisons le terrain. Il faut avant tout commencer à établir dans la lutte qui de tout temps divisa l'humanité. La priorité chronologique de la lutte des sexes sur la lutte des classes, puisqu'il ne s'agit pas seulement pour les femmes d'avoir été de simples biens de consommation, mais fondamentalement des signes d'échange. Certes, le marxisme a raison de souligner que la mise en esclavage des femmes commence par un fait économique, celui de l'appropriation par les hommes de l'agriculture. La femme était esclave avant que l'esclave fût, mais c'est bien de son esclavage à elle, le premier de tous, qu'est né celui de l'homme par l'homme. Engels et Auguste Bebel avaient déjà souligné ce que les marxistes d'aujourd'hui en général n'ont que trop tendance à oublier. Bah courage les belles, hein. Il sortirait du cadre de ce travail d'examiner, fût-ce en survol, ce que nous avons déjà essayé de dénoncer dans Le féminisme ou la mort. J'ai toujours pas lu mais que je lirai sûrement. Et dans La femme avant le patriarcat en 1976, à savoir l'exploitation et l'assassinat massif de la nature, accompagnant l'exploitation et l'assassinat massif des femmes sous le poids des maternités depuis 5 millénaires. Malfaisances parallèles qui aboutissent aujourd'hui à notre catastrophe écologique, l'épuisement des ressources et la surnatalité. Il s'agit des conséquences directes de ces deux découvertes fondamentales qui cimentèrent le patriarcat. La maîtrise de l'agriculture et la découverte du processus de la paternité. Il est pourtant intéressant de signaler qu'aujourd'hui, de plus en plus et à divers niveaux, les recherches écologiques confirment dans l'angoisse cette analyse qui hier encore indignait. On a un exemple dans Sciences et vie de mars 1975, l'étude consacrée à la désertification du Sahara comme conséquence d'une exploitation agricole démentielle et non plus, comme on l'avait jusqu'alors soutenu, d'un simple changement de climat. Il y a longtemps que nous avions attiré l'attention sur le fait que cette surexploitation avait commencé dans l'Antiquité, sitôt que la charrue masculine succéda à la houe des agricultrices. Donc il y a toujours une espèce de jeu de savoir l'origine de la faute. C'est toujours pas clair, tout est un peu entremêlé, bien sûr. Il n'y a pas un seul problème dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, je vous en cite parmi d'autres. À la fin du Pléistocène, donc il y a à peu près un peu plus de 12 000 ans, à la fin de l'ère glaciaire, on a exterminé la mégafaune. À cette époque-là, il n'y avait pas d'agriculture. Et pourtant, on exterminait déjà des espèces. Donc c'était pas un problème de patriarcat, ou alors le patriarcat est antécédent à l'agriculture, à l'inverse de ce que vient de dire Françoise Daubonne. Donc c'est hyper compliqué. Mais il faut savoir juste que l'humain, Homo sapiens en tout cas, est vraiment une espèce assez bizarre. L'axe central de la civilisation patriarcale universelle est, depuis 5000 ans, cette volonté d'exploitation illimitée qui contredit violemment le narcissisme grec, qui ne connut qu'expansionnisme qu'avec Alexandre, mais reconduit de façon bien plus viable pendant des siècles, l'hostilité anti-féminine obligeait évidemment à s'occulter bien davantage devant les nécessités du développement industriel et capitaliste après sa première phase. L'accumulation du capital exigeait l'intégration de tous et de toutes à la production. L'évolution de cette situation est telle qu'aujourd'hui le livre, ou n'importe quel discours, n'a de valeur que comme appui de l'action directe, et c'est le cas de celui que nous entreprenons. Ça c'est bien de faire un rappel, hein, action directe.
Dans les très antiques débris de la civilisation mésopotamienne, mise au jour dans les années 60, ainsi que dans la culture de Jéricho 1, contemporaine de la houe féminine, on ne trouve encore aucune trace de guerre ou d'esclavage si on y constate l'empreinte indéniable d'une gynocratie, due à l'agriculture matriarcale. Donc là, ce qu'elle vient de dire, c'est que les gynocraties, c'est marrant comme nom. Parce que... Ouais, non, gynocratie, ça marche. Cependant, en revanche, nous avons une société de caste dans l'antique matriarcat de Mithila, au nord du Népal, dont les ethnologues ont redécouvert l'art entièrement féminin et l'ont fait connaître dans une exposition au Petit Palais de Paris, mai 75. Cette exposition, qui a fait quelques bruits, peut renverser totalement les préjugés universitaires concernant l'archéologie, et s'il existe encore des gens qui y croient, les préjugés sur l'absence biologique et congénitale de créativité chez les femmes. Ouais, bienvenue dans les années 70, hein. Ça a changé, heureusement, un petit peu. Voici donc un pays de 20 millions d'habitants qui, depuis 1500 ans avant notre ère, vit en matriarcat, un état géographiquement situé, nullement inaccessible, connu de tout temps, si ce n'est fréquenté par l'Occident, une région où, de tradition millénaire, toutes les femmes sont peintres et tous les peintres sont des femmes. Or, on y continuera encore à enseigner dans les universités que le matriarcat est un mythe et que le patriarcat a succédé partout à la promiscuité chaotique de l'âge de pierre, et cet entêtement aura pour unique motif le fait que Bachofen, celui qui au XIXe siècle alla le plus loin à contre-courant de cette pieuse baliverne, confondit matriarcat et lignée matrilinéaire. Toute la science officielle depuis lors s'est empressée de piétiner l'hypothèse du matriarcat en l'assimilant aux erreurs de Bachofen, et même Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe tranche en faveur de l'analyse officielle. Est-ce l'effet d'un hasard si la découverte de Mithila se fit au moment où, depuis 5 ans, se multipliaient dans le monde les mouvements en faveur de la libération des femmes? Si voici 4 ans, l'ethnologue allemand von Puttkamer a soumis à l'Académie des sciences de Berlin sa trouvaille des dernières grottes d'Amazone, autre mythe, photographié dans la jungle brésilienne. Si enfin le pouvoir international, inquiet d'un courant d'idées qui remet en question les rôles fondamentaux de notre société, tente d'apaiser les esprits par une lénifiante année de la femme, c'est du gino-washing, voilà. À peine de telles clartés se lèvent sur l'abîme où se sont engloutis, par la volonté de quelques-uns, tant de vérités historiques que les difficultés surgissent en foule. Nous venons de voir que la nécessité de repenser la médiation de la lutte des sexes entre la praxis et les pratiques pour éclairer davantage du domaine de la lutte des classes. Mais comment étudier la conséquence immédiate de cette mainmise patriarcale sur la conception de l'esthétique et dans la perspective de la culture qui l'exprime, nous qui en faisons partie et avons été nourris? Comment expliquer la multiplication de l'image féminine dans la culture, devant ce paradoxe d'une absence éclatante du sexe féminin dans la création des mêmes images, soit dans l'art qui est la signification la plus présente de nos cultures? On peut rapprocher cette difficulté, certes, de celle rencontrée en étudiant l'histoire de l'art à la lumière de la lutte des classes. L'absence non moins éclatante du peuple dans la création des dites œuvres d'art dont il constitue souvent l'objet. Virginia Woolf, dans Une chambre à soi, que nous tenons pour une des pierres angulaires de l'analyse féministe, a déjà lié ces deux paradoxales absence-présence. Il n'y a pas de grand poète féminin pour la même raison qu'il n'y a pas de grand poète du peuple, ou très peu, et mort jeune, soutient-elle, en 1927. Oui. Pour la même raison, les femmes, même riches, sont pauvres puisqu'elles ne tiennent leur fortune que d'un autre qu'elles. Le peuple est pauvre, or, pour créer, il faut un minimum assuré et une chambre à soi. Les femmes comme le peuple sont dépossédées du fruit de leur travail. Pour elles, la reproduction, non seulement la production, ajouterons-nous, on peut rêver sur un si judicieux propos devant les chefs-d'œuvre de Mithila dont toute la population féminine, riche ou pauvre, et quelle que soit la caste de l'artiste, crée des peintures dont l'entreprise est interdite aux hommes. On peut ajouter ce commentaire. Au-delà d'un si juste parallèle, car la riche anglaise, qui ne l'est que parce qu'elle est fille ou épouse d'un riche anglais et ne dispose pas d'une chambre à soi, est plus réifiée que cette pauvre hindoue du Népal, réifiée c'est-à-dire transformée en objet, qui peint accroupi dans le respect millénaire de son geste. Ce qui remet en question profondément le sens du mot pauvre, dont les marxistes se défient avec raison.
Il nous faut discerner les cas nombreux où ces deux absences dans la création, absence du peuple, absence des femmes, ont des motivations différentes, et surtout établir ce qui les rend non identifiables l'une à l'autre. Entre autres, si le peuple est peint ou chanté, c'est grâce à une occasion historique, comme par exemple celle d'un changement de régime dans le passé, ce qui n'a rien à voir avec l'obsession de tout art, surtout l'occidental. L'image féminine, qui surgit de partout, surtout à la fin de la culture grecque, où elle partageait la représentation des canons de la beauté avec les adolescents. Poursuivant nos investigations, nous découvrirons bientôt l'existence d'une idéologie de sexe qui nous est donnée comme double, à savoir, pour résumer schématiquement, dans la société où nous vivons, un comportement est réservé à l'individu selon le sexe auquel il appartient. Symétriquement, et à travers beaucoup de variations dues aux différences de culture, le comportement du sexe auquel l'individu n'appartient pas lui est en principe interdit. Cette interdiction est très lâche en ce qui concerne le dominant, le mâle, ainsi qu'il est logique. Elle ne fonctionne avec une certaine rigueur que dans le domaine du comportement sexuel, qui est davantage sanctionné que le social, quand il s'agit du sexe dominant, selon le précepte de noblesse oblige. Pour employer la terminologie de Jung, nous dirons qu'en gros, l'homme s'attribue le rôle et la fonction d'animus, soit le commandement, la combativité, l'exercice de l'intelligence analytique et organisatrice, la création, la recherche et la découverte, et qu'en revanche, il réserve à sa compagne l'anima, soit la conservation, la passivité, le dévouement, l'abnégation, le polissement des mœurs et de la culture. Cet ensemble, il va de soi, se place dans la perspective essentielle de la cellule familiale, base de la société sexiste, donnée comme une vocation naturelle, mais non unique de l'homme, naturelle et unique de la femme. Voilà, donc là, en gros, elle vous cite un peu les piliers du patriarcat, sur quel récit, quelle ontologie est basé le patriarcat. Voici donc deux systèmes de valeurs qui ont été décidés exclusivement par les auteurs du premier, à savoir les fondateurs et les répartisseurs du patriarcat. Ils ne se sont pas du tout instaurés sans lutte, ou sous l'effet d'une évolution logique, insensible et irréversible marquée par les étapes successives du progrès. Même après la victoire définitive du système phallocratique, environ 30 siècles avant JC, les résistances furent nombreuses et leur histoire en a été plus ou moins niée et occultée. Cette lutte des sexes qui n'a jamais cessé fut tantôt passée sous silence, tantôt attribuée à d'autres motivations, comme le sexocide des sorcières, placé sous l'étiquette mystificatrice de persécution religieuse ou superstition obscurantiste, donc mise sur le compte d'un simple fanatisme clérical au lieu d'en faire apparaître le caractère de génocide gynophobien qui en est à l'origine, comme auparavant, bien qu'à degré moindre, la mise à mort de Bacchante, Bacchantes, je sais pas comment on dit, sous la République et l'Empire romain. Ensuite, dans la forme que toute révolution a donnée à cette guerre sexuelle, elle fut toujours classée parmi les conflits de tendance. La répression des femmes, à la fin de la Révolution française, c'est un compte réglé entre l'aile droite de la Convention et les enragés. Le code napoléonien ? Point d'interrogation. Ce n'est que le reflet des humeurs d'un cocu ou de la misogynie de Tanturlure Cambacérès. Enfin, tout dernier tour de passe-passe, le Women's Lib, et les mouvements de libération qui en découlent. Ce n'est qu'une récupération tentée par la bourgeoisie capitaliste des USA pour résorber le militantisme féminin et détourner les masses travailleuses féminines de leurs légitimes revendications. L'idéologie de sexe existe donc en tant que superstructure du sexisme. Celui-ci répartit les tâches selon le sexe et en second lieu, le comportement général. Informulé mais réel, efficace et véhiculé par les religions dominantes, les règles de la morale en cours, les proverbes et les dictons, le discours mâle de l'élite ou du peuple, elle a pris en Occident sa forme pratiquement définitive entre le XVe et le XVIe siècle par une apparente concession destinée à la renforcer, la division entre idéologue mâle et idéologie féminine. Voyons maintenant en quoi l'histoire prouve que le sexe aux origines a précédé la classe et comment l'idéologie de sexe, bien que très profondément façonnée par la lutte des classes, demeure le problème prioritaire, y compris dans le domaine de la création esthétique. Les découvertes de l'anthropologie moderne ont mis en valeur l'impossibilité de rattacher la répartition des tâches, à savoir le sexisme de base, à des conditions biologiques, qu'infirme l'infinie diversité de cette répartition, bien que demeure un phénomène étonnamment universel. Quelle que soit la tâche féminine, elle est décriée ou frappée d'insignifiance, ce qui a entraîné au XVIe siècle occidental un besoin de revalorisation aboutissant à l'apparition d'une idéologie féminine
avec les écrits semi-mystiques d'un Hérouët ou d'une Marguerite de Valois. Le matériel ethnologique nous laisse entrevoir qu'un grand nombre, sinon tous les traits essentiels que nous avons décrits comme étant réservés à l'un ou à l'autre sexe, sont aussi faiblement liés au sexe lui-même que le sont, par exemple, les vêtements, les manières ou le genre de coiffure qu'une certaine communauté prescrit à un moment donné à l'homme ou à la femme. Aussi, les anthropologues ont-ils cherché d'autres motivations à la discrimination sexuelle du travail. La collection de nourriture ne crée pas une division sexuelle du travail car les deux sexes procèdent de la même façon. Cependant, une série de transformations venues du fond des âges attribuera la cueillette aux femmes et la chasse aux hommes. Et, avant l'instauration du phallocratisme, l'agriculture aux femmes, le pastorat aux hommes. La séparation ne va pas sans antagonisme, reconnaît Serge Moscovici. Il en énumère quelques-uns. Si le chasseur, le pasteur, l'agriculteur sont des personnages clés, leur rapport des thèmes récurrents, comme le montrent les travaux de Vernant, d'Étienne et Vidal-Naquet sur la philosophie grecque et ses racines profondes, les chasseurs entreront en conflit avec les collecteurs dont ils dévastent les territoires. Et plus tard encore, les agriculteurs pâtiront de la concurrence des artisans. Mais si le même auteur ne retient pas le conflit originel, si essentiel dans la lutte des sexes, dont il constitue le début paroxystique, entre l'agriculture et la cueillette d'une part, réservée aux femmes, et la chasse pastorale de l'autre, apanage des hommes, conflit entre deux groupes exploitant chacun la terre à sa manière et ayant chacun son rapport particulier à la nature, traduit par des affrontements armés dont toutes les civilisations gardent le souvenir et que le phallocratisme repoussa dans le domaine de la légende, l'Amazona. En remontant plus haut dans le passé, on trouvait que telle ou telle civilisation faisait aussi un choix entre les techniques nobles et les techniques non nobles. Tout ça, c'est des citations entre les paragraphes. On peut évoquer en passant la tradition de mépris du forgeron, une très rare activité abjecte qui soit restée essentiellement masculine. Le même auteur rappelle le cas des Hébreux qui considéraient la terre comme maudite et valorisaient le pastorat, alors que le Second Testament traduit une revanche de l'agriculteur. Nous voyons là un autre exemple de la liaison effectuée par la haute antiquité entre tel mode d'exploitation et tel ou tel sexe. La terre et la femme, c'est Lilith, la première femelle humaine créée par Yahweh, en argile comme Adam, est détruite pour son insoumission afin d'être remplacée par la côte surnuméraire, comme dans la tradition ésotérique juive, nouvel appel du conflit avec les Amazones agricultrices. L'homme est un pasteur, donc Abel, voire un chasseur, comme Zao. Avant de s'emparer de la terre, les hommes ont commencé par la dévaloriser. La conquête de l'agriculture a marqué la fin de l'autonomie et de l'indépendance des femmes, sinon du matriarcat, auquel crurent Bachofen et Bébel, au même moment où le mâle découvrait sa part personnelle dans le processus de la fécondation et s'empressait d'assimiler sa compagne à la terre nourricière recevant sa semence divinisée. Et Serge Moscovici énonce cette vérité primordiale. Séparation, antagonisme, hiérarchie, symptômes et moyens ont partie liés avec la division naturelle, quel que soit le sexe ou la classe sociale auquel appartiennent les groupes concernés. Quel que soit le sexe, nous voyons le mépris où est tenu le forgeron. Mais c'est là une exception. En revanche, combien plus intéressant est de développer l'absence de motivation sociale. En tant que catégorie de possesseurs de talents spécifiques et de producteurs, les femmes, comparées aux hommes, ont été rejetées à un rang inférieur. On ne peut donc guère dire quel que soit le sexe. C'est là que se saisit la motivation, le sexe avant la classe. Est-ce là la position anti-marxiste ? Alors, rappelons Friedrich Engels lui-même. La division du travail entre sexes est conditionnée par des raisons autres que la position de la femme dans la société. Moscovici, pour expliquer cet écart, a recours à l'appel aux sociétés d'affiliation, institutions où le sexisme plongeait ses racines profondes. Ces sociétés qui rejettent les jeunes mâles à leur périphérie, les incitent à la complicité avec le clan des femelles, des mères. À la puberté, ils deviennent l'enjeu de la lutte des classes. Et pour assurer le recrutement des hommes, les adultes mâles instituent une cérémonie et des rites d'initiation qui visent à masculiniser l'enfant, soit à lui procurer une seconde naissance qui le rend fils de l'homme, et non plus de la femme. La première division de la chasse et de la cueillette aura eu lieu dans ce cadre d'une hiérarchie de participation et cette rivalité pour la progéniture mâle. Aux contemporaines qui s'indignent d'aujourd'hui d'entendre parler de littérature féminine ou de cinéma féminin, qui sonne aussitôt selon l'écho familier ouvrage de dames, ainsi qu'aux peintres appartenant au deuxième sexe, on peut citer cette observation de l'anthropologie. Dans ces sociétés dites primitives, il existe
Une agriculture ou un artisanat féminin, de même qu'une agriculture ou un artisanat masculin, comme étant l'apanage exclusif de l'un ou de l'autre sexe et marqué de son sceau. Aussitôt, comme nous le savons depuis longtemps avec le phallocratisme, la société se prend pour une nature. Ces divisions sont dites naturelles. La nature elle-même s'organise en société. Ce double mouvement qui va de la socialisation à la naturalisation, l'homme mâle le projettera partout, sur la terre et au ciel, et à travers l'espace et le temps, tout devient ou masculin ou féminin. L'épistémologie est sexuée, la physique aussi, et l'astronomie, la technologie, la biologie. Lévi-Strauss affirme que, dans le cas de la société de caste, autant que de celui du groupe totémique, il faut admettre que le système des fonctions sociales correspond au système des espèces naturelles, le monde des êtres au monde des objets. Et Moscovici l'appuie, le rang de l'être humain dans la société correspond à ses occupations et à l'honneur qu'il en tire, ou au déshonneur qui le sanctionne. Et ceci avant que la distance des possédants aux non-possédants reflète fidèlement l'état de la propriété. Donc, avant la société de classe, existe déjà un rang social, rattaché à la division du travail, et cette division elle-même rattachée au sexe. Pourquoi le sexe féminin est-il exclu de l'art, dévolu à l'inférieur, au méprisé, au décrié? Pourquoi avant même l'exploitation de l'homme par l'homme? Qu'est-ce qui l'a fait passer du monde des êtres au monde des objets? L'explication du sexuel, ou plutôt de la réification sexuelle, ne fait que repousser la difficulté, puisque cette réification n'est pas une fatalité du sexuel, mais du vécu de ce sexuel, donc du social. C'est là qu'il faut évoquer la structure de parenté comme origine directe des sociétés d'affiliation et du sexisme phallocratique. Le marxiste Maurice Godelier, dans son essai sur les sociétés primitives en 1970, rappelle sans se poser de questions, comme une chose allant de soi, que le contrôle de l'accès aux femmes par la société est toujours exercé par les hommes et que la réciprocité n'existe qu'entre hommes. Et que, dans tout système de parenté, en renonçant à leurs droits sur certaines femmes, mères, sœurs, filles, les hommes d'un groupe les rendent disponibles, les offrent et acquièrent des droits sur des femmes d'autres groupes. C'est le fameux échange destiné à maintenir l'exogamie et à prohiber l'inceste. Mais qui leur a donné ces droits? Ou quoi? L'ethnologue Mary Douglas fait écho. Dans les cultures primitives, la distinction entre les sexes est presque par définition la première de toutes les distinctions sociales. Les tabous de la pollution, bien antérieurs aux tabous judaïques, et d'une universalité quasi planétaire, ont pour but de tenir les femmes le plus possible à l'écart des hommes, donc de leurs nobles activités qu'elles perturberaient. Ce qui prouve que partout, l'appartenance au sexe l'emporte sur l'appartenance au même totémisme. Bien entendu, les antiques, appartenance à tel ou tel mode de production, renforcent une millénaire infériorisation. Il a été calculé que les femmes occupent une position plus basse qu'ailleurs dans 73% des communautés agraires et dans 87% des communautés pastorales. Quand Lévi-Strauss a découvert que les femmes s'échangeaient entre les groupes mâles non seulement comme des biens, mais comme des signes, il a souligné le lien qui apparaissait entre langage et maîtrise de la procréation. Cette maîtrise n'est pas, dans les cultures dites primitives, celle de l'augmentation ou de la baisse de la natalité, mais celle de l'orientation, tournée vers l'extérieur, de ce même clan, les femmes étrangères en vue d'être fécondées. L'inceste est écarté, et avec lui la menace de la coalition toujours possible entre femmes et adolescents contre l'adulte mâle. Mais cette circulation de femmes, l'anthropologie actuelle a eu le mérite d'en découvrir l'aspect de langage. Un groupe de femmes envoyé au loin est comme un message demandant alliance sexuelle, guerrière ou demande de biens de consommation. Les femmes, avant même l'apparition de la société de classe, sont donc traitées en idéogrammes, voire en images, ces images constituant l'écriture primitive. On arrivera à la comparaison facile et à un tantinet humoristique d'un véritable tableau vivant. Investissement d'une propriété comme une peinture de maître en stade capitaliste. Autrement dit, la femme image est marchandise, comme le plus sublime tableau d'art. L'art est en production d'images. Dévolu de la sorte au rôle d'emblème du statut mâle, passer du monde des êtres au monde non seulement des objets mais des signes, échangés comme des paroles, donc privés de voix, comment s'étonnerait-on que les femmes se voient attribuer les tâches les plus propres à les ravaler à un rang inférieur? Ce n'est pas parce que ces tâches sont méprisables qu'on le leur réserve, c'est parce qu'on le leur réserve qu'elles en deviennent méprisées.
Comme pour le tabou de la pollution, il importe de tenir le deuxième sexe à sa place, qui est difficile par son ambiguïté, puisque sans cesse à demi, dans un monde et à demi dans l'autre, d'une part être de chair et de sang, d'autre part réduite à l'état abstrait de signes ou d'images. Chargées de signifier, elles sont donc condamnées à l'insignifiance dans la plupart des communautés. Il leur est interdit de participer aux fêtes religieuses ni aux discussions claniques des hommes. Dans beaucoup, hommes et femmes sont censés manger à part. Et aux îles Banques, on appelle période d'ignominie, celle où les hommes chassés de la maison commune prennent des repas avec les femmes. Excusez-moi, j'ai un moustique qui tourne autour. Chez les Guayacurus dans les Caraïbes, les mâles vont jusqu'à créer deux langages pour les deux sexes. Cet excès de ségrégation a peu à voir avec la crainte de pollution. Elle traduit la hantise de maintenir le sexe féminin dans un écart qui seul peut assurer sa soumission à sa métamorphose, toujours latente, d'être en signe de langage, destiné à partir au loin. Ce qui équivaut pour les hommes, comme dit Geza Roheim, à exclure les femmes d'un groupe uni autour d'un nouveau totem. Le pénis matérialisé, Journal of Psychoanalysis, 1932. Ce qui n'est pas sans rappeler la condition féminine dans des civilisations militaires modernes, comme par exemple l'Empire, dont l'axe fut ce totem, Napoléon, pénis matérialisé. Cette réduction ne va pas sans résistance ni lutte. Mary Douglas note ceci qu'il est très important à propos de la peuplade qu'elle a étudiée, les Hasda. Ils sont séparés en deux classes hostiles dont chacun peut à l'occasion s'organiser en vue de la défense ou de l'attaque virulente contre l'autre. Ces classes sont les deux sexes. Voilà. YouTube, à bientôt pour une prochaine lecture.